Bonjour à toutes et à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 3 films essentiels à mes yeux, d'un acteur que j'aime beaucoup, d'un acteur qui maintenant montre un petit peu tout son potentiel, à savoir Will Smith. J'avais envie de vous parler de 3 films le concernant qui me semblaient majeurs dans sa filmographie. C'est vrai que quand on évoque le nom Will Smith, on pense tout de suite, et à la limite à juste titre, on va penser à Men in Black, on va penser à Hitch, on va penser à Je suis une légende, on va penser peut-être plus aux films d'action. Et moi j'avais envie de faire un petit peu l'inverse et de m'attarder sur 3 films qui me semblent importants et qui pour moi maintenant définissent tout le talent de cet acteur. Donc dans cette vidéo, je ne pourrais pas évoquer évidemment Men in Black 1 que j'aime beaucoup, Men in Black 2 que je n'aime pas du tout, et Men in Black 3 que j'affectionne énormément. Tout ça parce qu'en fait, il y a une histoire de voyage dans le temps, et vous me connaissez, pour ceux qui connaissent un peu la chaîne, vous savez que j'aime les histoires de voyage dans le temps. Dès qu'il y en a une, ça y est, je kiffe. Et c'est vrai que Men in Black 3 est pas le meilleur film avec Will Smith, mais avec cette histoire de voyage dans le temps et le fait de revoir Tommy Lee Jones jeune et tout ça, j'ai une petite affection pour ce petit film. Je ne parlerai pas non plus de Hitch, qui est une comédie romantique superbement bien écrite. Le rôle de Will Smith, là, lui va comme un gant. Je ne parlerai pas non plus de Bad Boys 1, Bad Boys 2, le flic rigolo, par lequel il a fait son entrée un petit peu dans le cinéma, même s'il avait fait 1 ou 2 films dramatiques quand même avant. Je ne parlerai pas non plus de Je suis une légende et de iRobot, qui sont 2 films importants en termes de box-office dans sa filmo. C'est 2 bons films, mais je pense qu'ils s'attaquent à des morceaux trop durs pour eux, c'est-à-dire que d'un côté, tu as quand même Isaac Asimov pour iRobot, et de l'autre côté, Richard Matheson pour Je suis une légende. Et si je trouve les films corrects et l'interprétation de Will Smith assez convaincante, je trouve que les films sont pas à la hauteur du propos des romans. Ils sont trop à édulcorer en fait un petit peu le propos. Peut-être qu'il y a un côté peut-être trop action, avec un manque de pessimisme dans le propos qu'il y avait justement dans les romans. Et moi, c'est ce qui va un petit peu me gêner. C'est 2 bons films avec Will Smith, mais ce ne sont pas pour moi des films majeurs. Alors je commencerai par le 3e, Seul contre tous. Alors ça parle de quoi, Seul contre tous? Dans les années 2000, le neurologue pathologiste d'origine nigériane nommé Bennett Omalu révolutionne le monde de la neurologie en découvrant des cas d'encéphalopathie traumatique chronique au sein de la NFL. Il dénonce les dangers du football américain. Ce film est tiré d'une histoire vraie. Alors pourquoi j'ai choisi ce film en 3e position? Tout simplement déjà pour l'interprétation de Will Smith qui est super impressionnante. On a vraiment l'impression d'avoir un médecin qui vient du Nigeria. Ça, c'est sans aucun doute. C'est-à-dire que le mec est allé jusqu'à même garder l'accent. Il a grossi, il a l'accent, il a la posture, tout transpire l'authenticité. Will Smith est vraiment convaincant. C'est pas le meilleur film dramatique en termes de scénario, bien que le film soit super efficace en termes de dramaturgie et qui va beaucoup être autour de ce thème seul contre tous, et qu'on va voir aussi dans les autres films que j'ai choisis. Il y a toujours ce thème de l'homme seul contre tous. Il y a quand même des scènes assez extraordinaires en termes de dramaturgie, quand tu vois tous les footballeurs avec des commotions qui tombent les uns après les autres, qui se suicident tous les uns après les autres. Ce médecin qui est témoin de ça, qui lui, en tant que médecin, a un devoir justement de signaler qu'en gros, il y a un danger pour les footballeurs américains de se mettre à telle place et pas à telle autre, parce qu'ils reçoivent des chocs tels à la tête que le cerveau n'a plus d'oxygène, etc., etc. Ça entraîne des tas de complications. Lui va être obligé de révéler ça, mais le problème, c'est qu'il va avoir la pression de la NFL. Et la NFL aux États-Unis, c'est voilà quoi. Enfin, c'est une religion. Le football américain, tu ne peux pas révéler un scandale au sein du football américain. C'est une perte au niveau économique, mais terrible. Et ça sur tout le pays. En même temps, il doit révéler ce scandale, il doit dire les choses, mais en même temps il peut pas, et il va subir des pressions de partout. Donc tout le film va être basé là-dessus, sur cet homme qui va essayer de combattre justement le lobby de la NFL et les pressions qu'on va lui mettre. Donc le film est super efficace là-dessus, il y a énormément d'embûches. Je vais pas vous spoiler tous les rebondissements dramatiques qu'il y a dans le film pour ceux qui l'ont pas vu. Je vous encourage vraiment à le voir. C'est un film terriblement humain, c'est un film qui va vraiment miser sur ces valeurs-là, et c'est un film, à mon sens, super important dans sa carrière. Je vous encourage vraiment à voir Seul contre tous. C'est un film qui est encore disponible sur Netflix, donc si vous l'avez pas vu, allez-y. Seul contre tous, 3e position dans la carrière de Will Smith. En 2e position, film paradoxal. C'est pas un film que j'adore, mais c'est un film que j'avais envie de mettre en 2e position, parce que s'il n'est pas important dans l'histoire du cinéma, il est important dans la carrière de Will Smith. Ce film, c'est Ali. Alors Ali, je suis extrêmement mitigé sur ce film, parce que c'est pas que c'est un film mauvais, c'est pas que c'est un film raté, mais un des premiers problèmes du film, et là je vais vraiment parler du film en lui-même avant d'aborder le rôle de Will Smith là-dedans, j'ai quand même l'impression que Michael Mann a du mal à trouver un axe clair
pour tenir le spectateur en haleine. Que ce soit un film policier, que ce soit un film fantastique ou un drame ou même un biopic, tu ne peux pas échapper à cette règle de tenir ton spectateur en haleine pendant 2 heures. Surtout que là, le film fait 2 h 30. Et sur la vie de Mohamed Ali, je pense qu'il y avait de quoi faire un axe clair. Et j'ai l'impression que Michael Mann ne le trouve jamais. Et c'est dommage parce que le film a des qualités techniques indéniables. Je veux dire, quand tu as par exemple les combats de boxe, ils sont extraordinaires. Tu as vraiment une immersion totale lors des combats. T'entends le souffle des boxeurs, t'entends les bruits de gants, les bruits de shorts. Et des fois même en caméra subjective, tu as l'impression de te recevoir carrément les coups de poing de l'adversaire en face. La technique est très impressionnante. C'est un film qui va naviguer entre, oui, alors la vie de Mohamed Ali, ses coups d'éclat, ses coups de génie, sa part d'ombre, mais tu as l'impression qu'il n'exploite pas vraiment sa part d'ombre. Je trouve que la vraie partie réussie du film, c'est quand il est avec la Nation of Islam et quand il est avec Malcolm X, jusqu'à ce que Malcolm X se fasse flinguer. Je trouve que là, c'est vraiment la partie réussie du film parce qu'elle est tenue, parce que tu sens que Michael Mann avait des choses à dire par rapport à Cassius Clay, qui va devenir donc Mohamed Ali. Comment il va devenir Mohamed Ali, comment il va vouloir changer d'identité, comment il va vouloir se renier aussi quelque part et évoluer. Donc ça, c'est une partie qui est très réussie. Après, j'ai l'impression que ça navigue entre plein de thèmes et que Michael Mann a envie de dire plein de choses, mais qu'au final, j'ai l'impression qu'il dit pas grand-chose. Et là, donc, j'en viens à l'interprétation de Will Smith. On est en 2002, il n'a pas encore joué tous les rôles dramatiques qu'il va jouer par la suite, et là, on se prend son talent dans la gueule. Il a été nominé à l'Oscar, il l'a pas eu, mais pour moi, il l'aurait mérité, même si c'est pas encore le rôle, moi, où personnellement, il va me convaincre le plus, ça arrivera en première position, mais très franchement, là, il méritait réellement un Oscar. La posture, la façon de parler, on dirait vraiment Mohamed Ali, hein. La façon de marcher, la façon de s'exprimer, les coups d'éclat. Ce qui est extrêmement intéressant dans cette interprétation, c'est qu'il va à l'inverse de ce qu'il est, Will Smith. Will Smith, c'est le genre de mec que tu vois en interview, que tu vois, je sais pas moi, dans les séquences d'autographes, de selfies, quand il fait la promo des films et tout. C'est le mec super sympathique. Tu ne peux pas dire « Ah, Will Smith, c'est un gros con ». Tu ne peux pas... Il a toujours cette image presque de mec de bonne famille, quoi. C'est-à-dire le mec souriant, marrant, cool, sympa, et quel que soit le film dont il fait la promotion. Et Ali, ça va à l'inverse de ça. Il brise cette image-là. Et donc c'est déjà super intéressant de ce point de vue-là par rapport à Will Smith et par rapport à Ali. C'est-à-dire que vraiment, il y a ce côté, je pète mon image, je vais à l'inverse de ce que je suis dans la vie. Parce que Mohamed Ali, c'était pas Will Smith, quoi. Hein. Mohamed Ali, c'est un mec qui se la pétait à mort. C'est un mec qui était là, toi je vais te boxer, toi je vais te détruire, etc., etc. Enfin, c'était un mec qui avait une très haute opinion de lui-même, qui avait une revanche à prendre sur la vie et qui se permettait des coups d'éclat en permanence pour exprimer toute sa frustration pour y arriver, pour dire que lui c'était le meilleur, etc., etc. En gros, l'anti-Will Smith. Will Smith n'est pas Mohamed Ali. Et la façon dont il arrive à se fondre dans ce personnage, à être à l'inverse de sa personnalité, franchement, c'est très fort. Et oui, pour moi, ça méritait un Oscar. Deuxième point positif par rapport à son interprétation dans Ali, on a l'impression qu'il y a une dissension entre les deux hommes, à savoir Michael Mann et Will Smith. Michael Mann, pendant tout le film, et c'est très paradoxal, alors que c'est lui le metteur en scène, c'est quand même lui qui a coécrit le scénario, on a l'impression qu'il ne veut pas abîmer le personnage de Mohamed Ali. On a l'impression qu'il ne veut pas montrer sa part d'ombre. Alors, il est obligé de la montrer un petit peu. Quand on fait un biopic digne de ce nom, on est quand même obligé d'écorner des fois un petit peu l'image de la personne. Mais il y a aussi la fascination. Dès qu'il va écorner son image, tout de suite après, il y a une scène qui va magnifier le personnage. Et à l'inverse, Will Smith, qui n'est qu'acteur finalement, qui doit s'exécuter au profit du scénario, eh ben lui, on a l'impression que dans l'interprétation, dans son interprétation, lui, il veut réellement écorner l'image de Mohamed Ali, même s'il y a un respect total pour le personnage, et on le voit dans beaucoup de scènes, il y a cette volonté, à certains moments quand même, d'en faire peut-être un peu plus que ce que lui demanderait Michael Mann de faire pour dire « Regardez comment il était quand même. Regardez cette façon de se comporter, regardez cette façon d'être. Il était quand même assez insupportable, Mohamed Ali. » On a ce paradoxe, en fait, entre un metteur en scène qui ne veut pas écorner l'image de Mohamed Ali, et vraiment, moi, en le revoyant, j'ai trouvé qu'il y avait ce côté-là chez lui, notamment dans l'écriture, notamment peut-être même aussi dans certains plans où il va filmer Will Smith à certains moments pour pas trop abîmer son image. Et de l'autre côté, tu as Will Smith qui, lui, a envie, en fait, d'apporter vachement de nuances à ce personnage, qui a énormément de choses à dire avec ce personnage. Il a tellement bien compris le personnage qu'il a envie de lui mettre toutes les nuances possibles. Un homme bien, fascinant, en même temps pédant, en même temps prétentieux, en même temps, etc.
plein de choses se mélangent dans l'interprétation de Will Smith. Alors c'est pour ça que je mets Ali en deuxième position, non pas pour l'intérêt intrinsèque du film, c'est-à-dire que c'est pas un mauvais film, hein, c'est un film agréable à regarder, mais je trouve que c'est un film qui hésite trop entre plusieurs directions, et moi personnellement ça va me perturber. Par exemple, si je prends le cas du film Raging Bull avec Robert De Niro, là on a vraiment l'impression d'une connivence entre le réalisateur et l'acteur. On a vraiment l'impression d'une complicité totale dans ce que veulent dire le réalisateur, c'est-à-dire Martin Scorsese et Robert De Niro, sur le personnage de Jake LaMotta. Ça, c'est super important. Et c'est ce qui en fait, pour moi, un bien plus grand film qu'un Ali. Mais parce que les deux faiseurs de ce film, à savoir Robert De Niro et Martin Scorsese, sont d'accord sur la direction à suivre. Ils ont envie de montrer à quel point Jake LaMotta est un personnage fascinant, mais également, ils ont envie de montrer à quel point c'était parfois un sale con. Ils ont voulu abîmer aussi le personnage. Ils ont voulu montrer qui il était réellement. Et ils y vont de concert. Alors que sur Ali, ça fait un film un petit peu hybride, du fait que Michael Mann n'ose pas et que Will Smith, lui, par contre, veut montrer les nuances du personnage, veut aussi l'abîmer, tout en montrant aussi que ce personnage est fascinant et que c'est évidemment un boxeur qui aura marqué l'histoire de son sport. Ali, si vous aimez Will Smith et que vous ne l'avez pas vu, franchement, regardez-le. Le film n'est pas sensationnel, le film n'est pas un chef-d'œuvre, mais ne serait-ce que pour l'interprétation de Will Smith, qui est quand même ici, quoi, il faut absolument voir ce film. Et le film number one de cette sélection, À la poursuite du bonheur. Pour moi, le meilleur film avec Will Smith, sûrement sa meilleure interprétation, je vais vous dire pourquoi. Représentant de commerce, Chris Garner a du mal à gagner sa vie, il jongle pour s'en sortir, mais sa compagne supporte de moins en moins leur précarité. Elle finit par quitter Chris et leur petit garçon de 5 ans, Christopher. Désormais seul responsable de son fils, Chris se démène pour décrocher un job sans succès. Et à partir de là, c'est une succession de galères pendant, allez, 2h20. Pourquoi c'est son meilleur film ? Parce que déjà, le sujet, ça rappelle pour moi les grands films de Frank Capra. Frank Capra, c'est un réalisateur que j'adore, dont j'ai pas encore parlé sur cette chaîne, mais ça ne saurait tarder. C'est un réalisateur de l'ancienne génération, mais dont j'adore quasiment la majorité de tous ses films. Et c'est un film à la Frank Capra, puisque les films de Frank Capra s'articulaient autour de l'idée justement de la poursuite de ce fameux bonheur, du droit à la dignité, toujours dans un espèce de souci de faire comme un conte. Et À la poursuite du bonheur, même si c'est un film social, il s'articule un peu de cette manière-là. Non seulement c'est un film qui arrive à tenir en haleine pendant 2h20 sur une histoire vraie, sur un mec qui galère pendant 2h20, faut quand même le faire, hein, parce qu'en général le premier acte, tu sais, est plutôt souvent accrocheur, c'est-à-dire qu'on se dit tiens, on découvre le personnage, on découvre un univers, et puis le deuxième acte c'est toujours très dur à tenir parce que il faut continuer à tenir en haleine le spectateur, il faut vraiment que le personnage et son évolution te passionnent, il faut que la mise en scène soit là, et là, pendant 2h20, tu ne peux pas lâcher, tu vas suivre les péripéties de ce mec, les emmerdes, les embûches pendant 2h20 et tu te dis mais c'est pas possible, va-t-il y arriver? Et tu te poses toujours cette question-là. Et il y a toujours aussi cette thématique, donc je parlais au début, la thématique de l'homme seul contre tous. Ce qu'on voyait dans le film Seul contre tous, que je vous présentais en début de vidéo, on le voit aussi d'une certaine manière dans Ali, et là c'est évidemment encore plus présent, puisque c'est un homme qui a les capacités, c'est un homme qui a l'intelligence, mais qui n'y arrive pas parce qu'on lui ferme toutes les portes, parce que c'est un concours de malchance, ce sont des circonstances qui font qu'il n'y a rien qui marche. Le film est tenu évidemment grâce à l'immense prestation de Will Smith, grâce à une BO d'enfer, une BO qui est vraiment magnifique, très belle, c'est pour moi une des BO que je retiendrai presque dans tous les films que j'ai vus. Et donc pour revenir évidemment à Will Smith, parce que c'est ce qui nous intéresse, pourquoi pour moi c'est la meilleure interprétation de lui? Moi, si pendant les 5 premières minutes je me dis bon ok, c'est Will Smith avec sa coupe et sa moustache et tout ça, avec un costard qui est trop grand pour lui, au bout d'un moment, l'interprétation et l'authenticité de son interprétation est telle que je l'oublie, que j'oublie que c'est Will Smith. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans les deux films avant. Dans les deux films avant, son interprétation est absolument géniale, mais des fois, je vois encore Will Smith. Là, je ne le vois plus. Il est voûté, il a son costard trop grand pour lui, sa moustache, sa coupe et tout ça, la façon de parler. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tu peux le voir en VO ou même en VF, mais c'est super bluffant. C'est-à-dire que même en VF, qui est le même doubleur que le Prince de Bel-Air, que Men in Black, etc., là, il a même carrément presque changé de voix, quoi. Il a pris une voix vachement plus grave, éraillée, c'est plus du tout le même truc, quoi. Et ça participe évidemment à l'immersion et au fait qu'on croit vraiment
à ce que ce n'est plus Will Smith, mais vraiment Chris Garner, quoi. Ce mec qui a galéré pendant des années à essayer de trouver un boulot, mais qui n'y est jamais arrivé. Donc, c'est cette interprétation, évidemment, qui porte le film, vraiment, pendant 2h20. Alors, je vais devoir un petit peu spoiler hein, la fin pour ceux qui ne l'ont pas vu. En tout cas, quittez la vidéo, allez voir ce film pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est vraiment un très très grand film, même si, pour beaucoup, il a fait quand même une petite polémique, une petite controverse sur la fin, et je vais en parler. Alors sur la fin, Will Smith décroche enfin le job pour lequel il était stagiaire, et il décroche enfin le véritable job. Et le film va se terminer comme ça, c'est-à-dire que on a une scène évidemment extraordinaire, un chant contre chant entre le mec qui lui annonce qu'il a le boulot et la tête de Will Smith qui lui est en émotion rentrée, c'est-à-dire qu'il va jouer en même temps sur le fait de vouloir exploser en émotion, mais il va quand même se retenir parce que il veut rester digne face à son employeur. Will Smith le joue, mais alors juste en un plan, il te fait fondre en larmes. Juste ce plan-là, moi je lui aurais donné un Oscar. Très clairement, c'est pour moi peut-être même le rôle de sa vie. Et j'ai même entendu que Will Smith était énormément attaché à ce film, et on peut le comprendre. Après, ça enchaîne sur un plan de foule où il se fond à la foule à laquelle il était un petit peu extérieur au début du film, c'est-à-dire que voilà, c'était quelqu'un au chômage, c'était quelqu'un sans emploi, et on a l'impression que finalement la finalité du film, c'est d'avoir trouvé ce job, ce qui n'est pas faux. Mais là où je pense que le film a été extrêmement mal compris, c'est qu'en gros, les gens ont compris que le bonheur, c'est le travail et finalement la thune qui en découle. Et pourquoi ils ont cru ça ? Parce que peut-être que le film est un petit peu maladroit. C'est-à-dire qu'on a une ellipse à la toute fin du film où on voit Chris Garner, Will Smith avec son fils dans les rues de San Francisco, et tu as un carton après à la fin où c'est marqué Chris Garner a fondé sa propre société, il a vendu ses parts et il est devenu multimillionnaire. Et boum, ça se termine comme ça. Donc on a l'impression que la recherche du bonheur dont parle le film, dont parlait aussi Frank Capra que je citais au tout début, bah, c'est d'avoir un boulot et la thune qui en découle. Moi, je pense que cette interprétation est fausse. La finalité, c'est d'avoir un job, mais la véritable finalité, c'est d'avoir cet accès à la dignité dont on parle pendant tout le film. Ça passe évidemment par un travail, on va pas se mentir, on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, surtout quand on a un enfant, surtout quand on est marié, c'est toujours très compliqué, mais surtout, le travail t'apporte la reconnaissance, le fait d'être jugé à ta juste valeur. Chris Garner, pendant tout le film, on sent que c'est quelqu'un qui est intelligent, qui a des compétences, mais qui ne peut pas les montrer, qui ne peut pas prouver. C'est pas le fait d'être multimillionnaire, ou d'être milliardaire, ou je ne sais quoi, ou d'être smicard. L'important n'est pas là. L'important, c'est la dignité, et c'est ce qui va changer, même vis-à-vis de tes rapports humains avec les autres. Le bonheur, c'est ça justement. Tout le monde a le droit à la dignité. Que tu sois multimillionnaire, que tu sois milliardaire, ou que tu sois smicard, peu importe. L'important, c'est qu'on reconnaisse quelque chose que tu sais faire. Donc oui, je comprends ceux qui ont gueulé, si tu veux, sur l'aspect, on va dire, capitaliste des choses, et en plus, c'est vrai que le film se situe dans les années 80, les années fric et tout ça. Donc oui, je peux comprendre, si tu veux, la colère de certains qui ont dit « Ouais, mais c'est un film capitaliste, c'est un film qui promeut le tout capital de l'Amérique et tout ça. » Mais la thune n'est pas le bonheur. Et je pense que c'est pas vraiment ce que dit le film, mais je pense qu'il est peut-être un peu maladroit, effectivement, sur la fin. En tout cas, si vous n'avez pas vu ce fabuleux film à la recherche du bonheur, précipitez-vous dessus. Il est disponible sur Netflix. Franchement, il faut voir ce film. Il y a le fils de Will Smith qui joue dedans. Il était encore petit à l'époque. Et vraiment, c'est super touchant. La BO est exceptionnelle. La réalisation est géniale. Le scénario multiplie les rebondissements dramatiques à foison. Ça n'arrête jamais. On se demande même si vraiment le personnage va s'en sortir. Il y a une scène qui est dans le métro qui est fabuleuse, qui est dure en même temps. C'est pas du tout un film anxiogène, mais c'est un film qui va flirter un peu avec ça, mais qui va pas aller non plus dans la déprime absolue, parce qu'on essaye quand même de mettre un petit peu de légèreté. On essaye de mettre un peu d'espoir dans ce désespoir, en fait, dans le désespoir de la personne. Donc on va pas faire un film à la limite à l'européenne où on va enfoncer la personne, on va te la mettre dans des situations tellement horribles qu'à la fin du film tu as envie de te tirer une bastos. Non, ça va flirter entre le léger, le drame, etc. Donc ça va allier les deux choses. Il faut voir ce film pour l'interprétation de Will Smith aussi. Après, on peut contester la morale finale. Moi, je vous ai expliqué, je l'ai peut-être surinterprété. En tout cas, c'est ma version. Mais vraiment, pour moi, À la recherche du bonheur, c'est un film majeur, mais vraiment majeur dans sa filmographie. Il n'a pas encore terminé, hein, Will Smith, de peut-être nous étonner, mais en tout cas, À la recherche du bonheur, ça constitue pour moi
le top, mais vraiment le top de la carrière de Will Smith. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ces 3 films. Pour moi, 3 films à retenir avec Will Smith. Ça ne veut pas dire que je boude les autres. Comme je vous disais en début de vidéo, il y a plein d'autres films avec Will Smith que j'adore, mais j'avais envie vraiment de retenir ces 3 films-là et de vous en parler. Si le format vous plaît, je referai certainement d'autres vidéos en prenant d'autres acteurs et toujours avec 3 films essentiels. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. Vous avez toujours 2 liens pour soutenir la chaîne. Le lien Utip, le lien Tipeee. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!